Monsieur Satre, merci beaucoup d'être avec moi ce matin et d'avoir accepté cet entretien. Est-ce que Bonjour à vous. bonjour, est-ce qu'on pourrait commencer par une brève introduction et puis de vous et de votre parcours et puis de Réseau s'il vous plaît. Oui, bien sûr. Écoutez, avec plaisir. Donc, Laurent Satre, français d'origine, né à Saint-Étienne, arrivé au Canada en 89. Donc, ça fait donc 34 ans que je suis établi au Canada. Un parcours plutôt entrepreneurial. J'ai créé une société, moi, de 90 à 97. Et après, j'ai un peu changé de trajectoire euh, pour avoir intégré une structure dédiée à l'accompagnement d'entreprises à l'international, essentiellement dédiée aux entreprises de la région Rhône-Alpes. Un bureau commercial que j'ai dirigé pendant une quinzaine d'années, que j'ai quitté en 2012 et j'ai créé ensuite Réseauet. Donc Réseauet, un historique de 11 ans d'activité et qui est dédié à l'accompagnement d'entreprises sur le marché canadien et américain. Voilà. D'accord, super, merci. Beau parcours résumé brièvement, donc j'apprécie énormément. Et comment est-ce que, donc si on revient à ces débuts, comment est-ce que vous avez eu l'idée de Resolway? J'avais bien vu qu'avant ça, donc vous étiez le directeur de Rhône-Alpes International de 2001-2012. Et je comprends un peu donc le fil conducteur, mais c'est quand même intéressant de revenir sur votre processus de réflexion et qu'est-ce qui a suscité l'envie de créer Resolway? Alors, c'est une question intéressante parce qu'en fait, il n'y a rien qui me prédestinait vraiment à faire ce que je fais aujourd'hui et ce que je fais depuis 25 ans. Ni ma formation, ni à la base mon parcours. Moi, comme je le disais, j'ai un parcours entrepreneurial. Donc, j'ai toujours créé des entreprises. Ça a toujours été mon moteur. Il se trouve que lorsque j'ai cessé l'activité de mon entreprise en 97 ici, j'étais sur le point de repartir sur un nouveau projet d'affaires quand effectivement l'opportunité de rejoindre l'équipe à la fois un ami et un de mes anciens clients, qui était le directeur de l'époque de l'entreprise internationale, euh, en acceptant de le rejoindre pendant un certain temps, parce que moi c'était plutôt une parenthèse plutôt qu'une perspective à long terme, j'ai découvert un métier. En fait, j'ai découvert le métier de l'accompagnement, du conseil, dédié aux entreprises, avec comme interlocuteur des chefs d'entreprise ou des dirigeants qui avaient tous un parcours forcément entrepreneurial, mais souvent des parcours assez singuliers, des gens passionnés de leur métier, sur des secteurs souvent très innovants ou très dynamiques. Et ça m'a mis le pied à l'étrier sur cette fonction de conseil, ou ce rôle d'accompagnateur permettant de partager, moi, une réalité que je connaissais depuis de nombreuses années ici, de permettre à nos clients et à ces entreprises d'éviter certains écueils en termes de déploiement d'entreprises d'activité en Amérique du Nord. Et donc, ce partage, ce côté, je dirais, très collaboratif, déployé avec l'ensemble des entreprises accompagnées au fil du temps, bah, a révélé chez moi une vraie passion pour ce métier du conseil. Donc, quand j'ai quitté Réseauway, pardon, quand j'ai quitté Erail en 2012 et que j'ai créé Réseauway, j'entendais pas changer de métier parce que c'est un métier dans lequel je m'épanouis et dans lequel je me réalise pleinement. Et ça n'a pas changé. Ça fait 25 ans que je fais ce métier-là et j'adore autant ce que je fais aujourd'hui qu'il y a 25 ans, à la fois par la pluralité des sujets qu'on adresse, la diversité des gens qu'on rencontre et surtout le degré de proximité qu'on a avec nos clients. Donc c'est un vrai, aujourd'hui, je considère que dans le monde d'aujourd'hui, c'est un vrai luxe d'avoir un travail dans lequel on peut autant s'épanouir et avec des gens qui partagent une vision des affaires et une volonté de se développer qui est toujours permanente, quoi. Voilà. Mhm. Absolument, oui, effectivement, c'est une vraie chance. Félicitations. Et donc, une question, je pense, qui peut potentiellement venir assez vite à l'idée quand on voit ce que fait Resolway, c'est de comprendre un peu mieux quelle est votre connaissance des échanges entre le marché européen et le marché nord-américain quand on n'est pas forcément dedans. Évidemment, on peut lire certaines choses dans la presse, mais quel est votre ressenti? Quelles sont les tendances actuelles? Ou si j'essaie d'être un peu plus spécifique, est-ce que en ce moment vous avez l'impression que les échanges ont plutôt tendance à se renforcer ou est-ce que c'est quelque chose qui a fluctué au fil des dernières années? Je dirais que c'est un fil continu dans le sens où le Canada a toujours eu un très haut niveau d'attractivité
pour les entreprises, d'ailleurs aussi bien pour les entreprises que pour les individus, parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent s'installer au Canada pour plein de raisons. Euh, mais au niveau des affaires et au niveau de l'entreprise, ça a toujours été un territoire qui a toujours bénéficié de beaucoup d'empathie de la part des industriels et des entreprises, qu'elles soient françaises ou européennes. Euh, D'une part parce que c'est un marché qui est beaucoup plus facile d'accès que le marché américain, qui est plus permissif, qui est plus empathique par rapport à effectivement une entreprise étrangère qui souhaite s'y développer ou s'y installer. Euh, et que ça reste un territoire où il y a quand même beaucoup de valeurs communes. Donc, moi, je dis souvent que le Canada, c'est un bon entre-deux, entre la France, l'Europe et l'Amérique du Nord. Donc, ce côté, oui, certes, assez libéral dans la conduite et le démarrage d'affaires, mais avec un respect de l'individu, avec à la fois un environnement économique, social euh, et politique qui est quand même très bienveillant et très empathique à l'égard des individus et des entreprises. Donc, ça fait en sorte que l'ensemble de ces facteurs combinés font du Canada un territoire qui a toujours eu beaucoup d'intérêt et d'attrait pour les entreprises, notamment françaises. Je parle des entreprises françaises surtout parce que ça reste quand même 95% de nos clients. On est Mhm. même, on peut travailler pour des entreprises d'ailleurs en Europe, mais les entreprises françaises restent notre public principal. D'accord, oui, je comprends. Et c'était pas forcément une des questions que j'avais anticipées, mais donc en vous écoutant, j'ai celle-ci qui me vient à l'esprit. Est-ce que donc vous travaillez pour le Canada et aussi pour les États-Unis de ce côté de l'Atlantique et quand les entreprises choisissent peut-être de s'installer au Canada plutôt qu'aux États-Unis, est-ce que c'est ça une des raisons qui ressort principalement, ce côté, cette image qu'on a du Canada comme un pays plus ouvert, plus proche des valeurs européennes? Est-ce que c'est... Ou est-ce que Alors, c'est... c'est une combinaison des deux. C'est-à-dire que le Canada a comment dire, cette image très positive à l'égard des entreprises françaises. Euh, Maintenant, il faut être très prudent, effectivement, quand s'agissant d'aborder ce marché-là et d'y accéder. Nous, on dit souvent, on s'intéresse au marché canadien, oui, mais pour les bonnes raisons. C'est-à-dire que l'empathie, la bienveillance, les gens chaleureux, la cordialité, euh, la grandeur des espaces, tout ça, sans dire que c'est des images d'Épinal, mais ça fait pas un modèle d'affaires. Ça fait pas un modèle d'affaires et ça en fait pas les moteurs principaux qui doivent amener une entreprise à définir le Canada comme une priorité stratégique. Il y a quand même des considérations économiques, de marché qu'il faut prendre en compte et qu'on ne cesse, nous, de marteler en termes de discours auprès de nos clients ou futurs clients potentiels, en leur disant, oui, si vous vous intéressez au Canada, il faut le faire de manière objective. Donc pour cela, il faut valider effectivement que l'offre de l'entreprise a une pertinence et une adéquation au marché et d'être en capacité d'acculturer, d'adapter son offre à ce même marché. Euh, Par contre, vis-à-vis du marché US, effectivement, il y a une vraie différence dans le sens où, comme je disais un peu plus tôt, on est dans un contexte au Canada qui est beaucoup plus, moi j'utilise souvent ce terme de permissif, je dirais, qui donne le droit à l'erreur. Pouvoir ce degré d'écoute, d'empathie des gens ici et des entreprises pour entendre qu'effectivement, il y a un temps d'adaptation, que l'entreprise doit mettre en place ses ressources et ses moyens pour porter son développement et qu'elle peut laisser effectivement la porte entrouverte jusqu'à ce que l'entreprise soit prête. Aux États-Unis, c'est plus rare quand même. On a quand même face à nous des entreprises qui sont plus bourriques de décoffrage sur la pertinence économique, sur le retour sur investissement, sur la proximité, la réactivité, la notion de service qui doit être, je dirais, irréprochable et qu'il faut d'emblée partir sur le marché américain en étant tout à fait préparé avec les bons moyens, les bonnes ressources, les bonnes compétences et s'inscrire dans la durée. Parce que ce n'est pas un marché qui se développe non plus à très court terme. Euh, donc on recommande effectivement, dépendamment de la maturité de l'entreprise et de son historique d'affaires et de son marché, de faire ses preuves sur un laboratoire qui est, je considère, celui du Canada, c'est-à-dire un banc d'essai avant d'aller plus largement sur le territoire nord-américain. Donc de localiser son offre, de faire son premier référentiel commercial et ensuite de capitaliser sur ses premiers référentiels pour se développer aux États-Unis, mais avec une force d'exemplarité sur ce qui a été déjà exécuté au Canada. Ok, super intéressant. C'est pas du tout quelque chose dont on peut se rendre compte de l'extérieur, donc
c'est vraiment intéressant de réaliser ça parce que c'est vrai que le marché nord-américain, mais le Canada, les États-Unis sont deux pays complètement différents. Et même au sein du Canada, c'est vrai qu'on n'est pas encore en tout cas rentré là-dedans, mais j'imagine qu'il y a des différences entre s'installer donc au Québec, en Ontario ou ailleurs. Et C'est un très bon point. C'est un très bon point que je relève tout de suite parce que ce que l'on dit souvent aussi en introduction auprès d'entreprises qui souhaitent se développer ici ou plus largement en Amérique du Nord, c'est que le marché nord-américain, c'est pas deux marchés, le Canada et les États-Unis. C'est 60 marchés différents. C'est 10 provinces au Canada, 50 États aux États-Unis, et chacun d'entre eux ont leurs particularités ethniques, avec effectivement des bassins de population et donc, in fine, de consommateurs qui sont très différents les uns des autres, euh, des, des considérations et des environnements parfois réglementaires, économiques, fiscaux, qui sont là aussi très différents, des usages professionnels qui sont différents, et qu'on ne peut pas prétendre se développer d'emblée en disant je vais aux États-Unis, je m'implante aux États-Unis ou je m'implante au Canada. Il faut commencer par régionaliser, territorialiser son action et ensuite déployer progressivement cette action sur d'autres parties du territoire, province après province et État après État. Mais c'est toujours de choisir une voie d'introduction qui est à qualifier, bien entendu, en fonction du projet et du marché cible. Ça peut être l'Est comme l'Ouest, et sur l'Est, ça peut être différents États ou différentes provinces. C'est très, très important de faire cet exercice, de ramener l'enjeu à un premier territoire. oui, merci Pardon. d'avoir fait ça, d'avoir précisé ce point. Et donc, c'est vrai que mes questions sont assez larges et puis je vous pose beaucoup de questions sur le marché nord-américain, mais voilà, effectivement, c'est beaucoup plus complexe que ça. Et bon, là, on a une période de temps ensemble limitée, donc je vais vous poser une autre question et puis je prends ce que vous pouvez me dire en cette période de temps. Mais donc, d'un point de vue un peu plus spécifique au niveau législatif, au niveau légal et au niveau fiscal, est-ce qu'il y a des endroits particuliers, donc des régions au Canada ou des endroits aux États-Unis, où est-ce que vous avez remarqué une tendance à faciliter le développement des entreprises qui viendraient d'Europe, de France? J'avais lu par exemple récemment un article qui disait que pour les investisseurs et les entrepreneurs qui viennent aux États-Unis, on va étendre le visa de 2 ans à 4 ans. Donc par exemple, ça donne cette impression de l'extérieur qu'il y a un renforcement des liens entre les États-Unis dans ce cas-là et la France. Mais bon, après, c'est qu'un exemple très très spécifique. Donc, je me rends compte que c'est une question très technique qui pourrait prendre beaucoup de temps, mais est-ce que là, tout de suite, vous avez peut-être quelques informations intéressantes à partager sur des endroits aux États-Unis ou au Canada, vous avez remarqué des vrais efforts pour faciliter concrètement au plan légal, fiscal, l'implantation C'est d'entreprise? vrai que sur l'aspect économique d'affaires, bon, chaque territoire valorise effectivement son attractivité de différentes façons. Donc, il y a certaines provinces, certains États qui sont extrêmement agressifs au niveau fiscal, donc avec effectivement des incitations à l'implantation. Bon, au Canada, vous avez le Québec qui a ses programmes fiscaux extrêmement avantageux sur plein d'aspects, hein, et dépendamment aussi du marché dans lequel vous évoluez, mais avec une prise en charge de la R&D, du développement de produits et de la prise en charge de la masse salariale, notamment dédiée à des activités de développement ici, qui est considérable, qui est énorme, qui peut créer un vrai différentiel incitant une entreprise à s'implanter ici. L'Ontario a aussi ses environnements et ses incitatifs fiscaux. Tout ça, et d'autres provinces en ont également, même si l'attractivité des autres provinces est moindre, parce que bon, il reste que le Québec et l'Ontario pour le Canada, c'est quand même pratiquement 70% du PIB. Donc vous y avez quand même l'essentiel de la densité économique, des acteurs économiques importants, des centres de décision importants à l'échelon canadien. Donc souvent, les entreprises vont déjà se focuser sur ces deux premières provinces. Et là, il faut évaluer effectivement en fonction du marché, du périmètre du projet, créateur d'emplois ou pas, de la nature des technologies qui vont être développées, des outils industriels éventuellement qui vont y être activés. Là, les enjeux fiscaux peuvent différer. Après, effectivement, sur les taux d'imposition sur les sociétés, ça va quand même assez bien s'équivaloir. Ce qui va être différent, par contre, entre ces deux provinces, ça va certainement être la fiscalité du particulier, parce que la fiscalité québécoise est moins avantageuse pour le particulier que la fiscalité torontoise, enfin ontarienne. Euh, mais là encore,
il faut valider aussi des données importantes. Il y a un filet social, il y a une sécurité aussi qui est proche de celle que vous connaissez en France, euh, au Québec, qui n'existera pas forcément en Ontario ou sur le reste des provinces. Donc tout ça, ça s'évalue. Euh, Aux États-Unis, bah là, c'est complètement différent parce que vous aurez toujours cette lutte entre États au niveau de l'attraction d'investissements étrangers. Donc là aussi, des fiscalités qui peuvent être très variées et variables d'un État à l'autre. Il y a des États qui sont extrêmement agressifs et qui sont très incitatifs. J'ai passé une bonne partie de la semaine dernière avec nos partenaires du Michigan. Ils sont très agressifs et ils ont de très beaux résultats en termes d'attraction de sociétés étrangères parce qu'ils ont des programmes euh, incitatifs extrêmement intéressants. Après, le chapitre migratoire, c'est un sujet sur lequel, effectivement, nous, on est régulièrement, entre guillemets, sollicité, mais ça fait surtout partie, et souvent partie inhérente d'un projet d'implantation, parce que qui dit implantation d'affaires, bah, il y a soit du détachement, de l'envoi de ressources étrangères ici sur le territoire. C'est un enjeu forcément critique à bien des égards. Au Canada, parce qu'on a un besoin cruel de main-d'œuvre et de compétences, donc il faut faciliter au maximum l'entrée de compétences tiers sur le marché. Et d'une province à l'autre, ça peut être plus ou moins long et difficile. Le Québec a cette particularité d'avoir un droit de regard sur ses immigrants, donc ça crée un autre filtre aussi à l'entrée qui peut être parfois contraignant, ce qui n'est pas le cas dans d'autres provinces. Un accès express à d'autres provinces du Canada, ça vous oblige par contre, si vous souhaitez avoir un projet au Québec et que vous voulez venir rapidement et que vous vous dites bah, je vais passer par l'Ontario, ça ira plus vite. C'est pas si simple que ça, parce que ça va vous obliger à rester en Ontario pendant au moins un an, parce que sinon, ça serait trop facile de rentrer par une autre province et venir s'établir dans une autre. Donc, et c'est toujours très difficile et délicat de mettre de l'avant des délais et je dirais, un cadre administratif qui soit très clair, très précis en termes d'échéancier. Parce que la réalité nous démontre que bah, en ce moment, c'est très fluctuant pour avoir un visa, quelle qu'en soit la nature. Donc, il y a la loi, puis après, il y a la capacité des administrations migratoires canadiennes de supporter le volume de demandes et les assurer dans des délais administratifs qui soient respectables. Donc là, nous, on se préserve bien de s'engager vis-à-vis d'une entreprise. Ben, on vous garantit que votre personnel sera là à temps ou à tel moment, parce que nous-mêmes, on n'est pas capable de le faire et nous-mêmes, on n'est pas agent d'immigration. Donc, on n'a pas cette capacité à le faire. Et sur les États-Unis, ben, c'est un peu la même chose, sauf que c'est un peu mieux homogène au niveau fédéral. Euh, Par contre, euh, il peut y avoir quand même dans les décisions politiques aussi, parfois des écarts assez qui peuvent apparaître entre ce qui était prévu et ce qui change. Quoi, parce que bon, quand vous changez de gouvernance aux États-Unis, on l'a déjà vu dans le passé, ils peuvent très rapidement remettre en question un dispositif migratoire. Donc, si tel est le cas, bah, on a beau vous dire qu'ils rouvrent les visas de tel ou tel type, que ça se libéralise, mais si dans la semaine d'après, vous avez un Trump ou équivalent qui vous dit bah, finalement, on va arrêter ça tout de suite. Donc, c'est des sujets qui sont très épineux et qui font pour nous partie inhérente d'un business plan. C'est-à-dire qu'il faut que l'entreprise intègre cette dimension-là migratoire, si tant est qu'elles doivent déplacer du personnel sur le territoire canadien ou américain, parce que ça peut venir corrompre ou ralentir considérablement le projet. Donc il faut vraiment être très accompagné sur le sujet. Nous, au réseau, on travaille avec des tiers pour ça, que l'on va mobiliser en fonction de leur expertise sur un territoire ou dans un autre. Mais c'est pas une dépense, c'est un vrai investissement que l'entreprise doit faire pour bien accompagner ses ressources sur leur implantation au Canada ou aux États-Unis. D'accord, ok, oui, merci, c'est très clair. C'est vrai qu'on se doute que c'est toujours exporter une entreprise, s'implanter à l'étranger, c'est toujours compliqué, mais c'est vrai que ça permet quand même un peu voilà, de prendre la mesure de la situation. Et c'est vrai, il y a la loi et après il y a la réalité. Mm. Donc, c'est bien de le rappeler. Et je me permets juste de revenir juste sur quelque chose que vous disiez il y a vraiment peu de temps, qu'il y a il y a un fort besoin de main-d'œuvre au Canada. Je l'ai effectivement aussi entendu moi-même, mais donc est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de ça, nous dire est-ce que vous avez remarqué une demande importante dans certains secteurs en particulier ou est-ce que c'est à travers tous les types d'emplois? C'est vrai que tous les marchés aujourd'hui, tous les secteurs sont affectés par cette problématique. C'est aussi bien le cas
les technologies de l'information que dans l'industrie aéronautique, agroalimentaire ou autre. C'est aussi le cas beaucoup dans le retail, tout ce qui touche au commerce de détail et la restauration, l'hôtellerie. Tous les secteurs sont touchés. Vous n'avez pas aujourd'hui une entreprise qui n'est pas en recherche de personnel au Canada. Euh, donc forcément, ça pose de vrais enjeux, de vraies problématiques, à la fois pour pérennité au niveau des approvisionnements et de la délivrance de certains services, euh, d'éviter les arrêts d'activité. Donc, étant donné que le marché local de l'emploi ne suffit pas à alimenter le marché du travail, le, beaucoup de lobbying est fait auprès des autorités fédérales pour accélérer et accentuer le volume d'immigrants, parce que la croissance dépend de cette immigration. Et ça, on n'a pas le choix, quoi. Donc, aujourd'hui, je pense qu'il y a non seulement une oreille attentive, mais des gestes qui sont posés par le fédéral pour effectivement accroître le nombre d'immigrants. Il est même aujourd'hui d'actualité au niveau fédéral que un comité de démographes travaille sur une projection de la population du Canada à 100 millions d'habitants d'ici la fin du siècle, parce que l'on sait très bien que notre croissance et notre pérennité économique, elle dépend d'un flux migratoire important. Donc il va falloir que ça s'accélère. Il va falloir que ça s'accélère. Et ça va poser, et ça pose forcément plein d'enjeux, hein, enjeux d'intégration, d'adaptation des nouveaux arrivants, et aussi d'arriver effectivement à mettre le tout en harmonie pour que la société dans son ensemble fonctionne bien, parce que ça va quand même être des mouvements de population importants auxquels on peut s'attendre dans l'avenir. Moi, à titre personnel, ça ne me fait pas vraiment peur dans le sens où je considère qu'ici au Canada, on a une mentalité qui est à la fois très bienveillante, empathique à l'égard des populations étrangères et des gens qui viennent s'établir ici. Moi, je suis arrivé il y a 34 ans à Montréal, dans une ville que j'ai trouvée à l'époque déjà extrêmement, je dirais, épanouissante, humainement parlant. Et que cette ville, en 34 ans, elle n'a pas changé, quand même elle a connu une embellie incroyable. Comme toute grande ville, elle a connu une forte croissance économique et de population. Et que malgré tout, au bout de 34 ans, ben, la sécurité, la bienveillance des gens les uns envers les autres n'a pas changé. Donc ça veut dire qu'on reste dans un environnement qui est très inclusif, qui intègre bien les gens, quelle qu'en soit l'origine, et que ça, c'est très appréciable, parce que je pense qu'il y a d'autres cas dans le monde où si vous amenez des centaines de milliers d'habitants en plus, voire des millions d'habitants en plus, ça peut ne pas bien se passer avec des communautarismes qui peuvent s'exacerber ou des tensions raciales, sociales. Chez nous, moi, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. Donc, c'est pour ça que j'ai plutôt foi dans l'avenir avec l'annonce qui est faite d'une croissance forte de la population. Je pense qu'on sait intégrer les gens. Je pense que on a un environnement qui permet de bien encadrer cette démarche, tant au niveau des outils économiques, sociaux, culturels qui sont mis en place. Et c'est plutôt un gros point positif pour le Canada parce que, encore une fois, on a besoin d'immigration et ça va aller en augmentant, quoi. Mhm, absolument. Et pour se recentrer maintenant un tout petit peu sur Resolway, donc concrètement dans la manière dont vous travaillez, donc vous avez des partenaires stratégiques, en anglais Strategic Business Partners, qui vous aident donc à aborder les différents secteurs professionnels qui existent et auxquels vous pouvez toucher un peu partout en Amérique du Nord, comme le marché change énormément partout. Mais donc, est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu concrètement comment est-ce que cette relation professionnelle se passe au quotidien? Comment est-ce que vous échangez, travaillez avec ces partenaires Bien stratégiques? sûr. Quand j'ai créé Resolway, moi je suis parti d'un postulat de base, hein, c'est qui tient lieu de mon parcours à moi, hein, c'est que moi j'ai jamais su travailler tout seul. J'ai toujours travaillé avec des collaborateurs, collaboratrices, avec des collaborateurs directs dans l'entreprise qu'à l'extérieur. C'est pour ça que j'ai appelé mon entreprise Resolway, parce que j'ai toujours travaillé en réseau et d'une certaine façon. Euh, on a effectivement, nous, au sein de Réseauet, des compétences fortes sur des parcours entrepreneuriaux que chacun des membres de l'équipe ont et sur lesquels on capitalise pour accompagner nos clients
et leur partager nos expériences et ce qui a fait qu'on on a eu le parcours qu'on a eu. Mais on est tout à fait, et je suis tout à fait conscient qu'on ne peut pas avoir toutes les compétences, tous les talents à l'interne et qu'à un moment donné, on se doit d'aller chercher des expertises au gré des projets en fonction de l'évolution de tel ou tel sujet. Donc c'est ce qu'on a constitué au fil du temps et des années. On a constitué un réseau qui est toujours, je dirais, en constante évolution, parce que la nature même de nos travaux et de nos actions font en sorte qu'on rencontre énormément de gens, qu'on est en contact et qu'on collabore avec beaucoup de gens, et qu'au fil de l'eau, ben, on agglomère des compétences extérieures avec lesquelles on va développer une relation toute particulière. Parce qu'on se rejoint sur des valeurs entrepreneuriales, on se rejoint sur des valeurs humaines, on se rejoint sur des méthodologies de travail, sur une transparence, sur une confiance dans la collaboration, qui fait en sorte qu'effectivement, au fil du temps, on a créé entre guillemets, ce statut de Strategic Business Partner, qui fait en sorte qu'on a des experts collaborateurs extérieurs à Réseau qu'on va mobiliser sur toute ou partie de projet. Donc, de sorte de permettre à nos clients de se doter, par notre intermédiaire, d'un codir externalisé avec toutes les compétences dédiées à l'objectif de à l'ambition qu'ils ont sur le marché nord-américain. Considérant qu'au départ, on accompagne tous nos clients sur le fait de les accompagner à créer leur écosystème local, leur réseau d'affaires local, ce qu'on appelle nous les fondamentaux, qui vont leur permettre effectivement d'avoir des bases solides pour construire et se projeter dans l'avenir sur le territoire. Donc aussi bien des compétences qui peuvent être d'ordre marketing, commercial, mais également légal, fiscal, comptable, logistique ou autres. Euh, Toutes ces compétences vont devoir être activées au fil du projet, de sorte de ne pas avoir de trou dans la raquette et que l'entreprise se sente à la fois entourée de compétences nécessaires et utiles à son projet et en confiance par rapport à la façon dont les choses vont être conduites. Donc on est vraiment dans l'humain, dans tout ce qu'on fait. De toute façon, s'il n'y a pas d'humain, je ne fais pas. Donc c'est clair. Donc il faut qu'il y ait un fit, il faut qu'il y ait une confiance. Et le fit et la confiance qu'on tisse avec notre client, on tisse exactement la même avec les partenaires extérieurs qu'on va mobiliser. C'est pour ça qu'on s'inscrit dans la durée avec nos clients, tout le temps. On travaille sur plusieurs années, la plupart du temps, avec chacun d'entre eux. Oui, oui, j'imagine. Faut voir aussi un peu le suivi une fois qu'ils se sont installés, comment est-ce que ça se déroule, etc. Donc, Mm. ça doit être super intéressant, effectivement. Et peut-être deux questions que je vais un peu regrouper ensemble parce on a déjà un peu abordé le sujet, mais j'avais une question par rapport donc, aux préjugés qu'on peut avoir quand on veut venir s'installer sur le marché nord-américain. On a un petit peu parlé, par exemple, vous avez mentionné donc, la gentillesse des gens au Canada, les grands espaces, enfin, ça fait pas un business plan. Et donc, vous mettez un peu l'accent sur certaines réalités qu'il faut garder en tête. Je me demandais si vous y avez juste, que ce soit le Canada ou les États-Unis, certains points que vous vouliez mettre en avant sur parfois voilà, peut-être des clichés que les gens ont ou des a priori parfois à l'inverse qui sont erronés aussi en disant ça va être trop difficile et en fait, ça s'avère plus facile que prévu ou des choses ou des choses qui sous-estiment et qui s'avèrent plus difficiles que prévu. Est-ce qu'il y a deux, trois points Mm. ici? Je dirais que bon, forcément, c'est deux marchés totalement différents, hein, le Canada et les États-Unis. Le Canada a cette particularité, cette singularité de partager une langue commune avec la France, au moins sur une partie du Canada, parce que même si le Canada est considéré comme un pays bilingue franco-anglais, c'est pas le cas partout en termes de pratique de la langue française. Donc, il y a ce premier niveau de- d'appréhension du marché, à savoir qu'on a beau effectivement parler le français ici, ça ne fait pas en sorte de faire l'économie d'adapter son produit au marché. Parce qu'on ne peut pas faire un copier-coller d'un produit français ici sur le marché canadien. Ça ne peut pas fonctionner de cette façon-là. Il faut forcément à un moment donné s'acculturer. S'acculturer, ça veut dire challenger son offre, la remettre en question, objectiver sur le terrain, effectivement, la réceptivité, la compréhension qu'ont les gens ici de l'offre en question et d'apporter les correctifs nécessaires lorsque ceux-ci doivent être apportés. Et ça peut être des changements minimes comme des changements profonds. Pouvoir effectivement minimiser une offre pour la rendre plus accessible au marché, parce que l'état et la maturité du marché convoité par l'entreprise n'est pas au même niveau que celui qu'elle rencontre sur son marché domestique, que ce soit en France ou en Europe. Nous, on a travaillé par exemple pendant 4 ans pour Decathlon. Si vous venez au Québec et que vous voyez les enseignes Decathlon, vous allez observer qu'il y a un E sur le Decathlon de Decathlon. C'est le seul pays au monde où il y en a un. Vous n'en avez pas en France non plus. Pourquoi? Parce qu'il a fallu adapter
Et pour moi, c'est anecdotique, mais c'est très révélateur de ce qu'on fait avec nos clients. Les amener à s'adapter de sorte à avoir une parfaite chimie, osmose avec le marché local et d'être très rapidement accepté, quoi. Donc, c'est un effort qu'il faut faire, ça c'est clair, et que ça se fait dans le temps aussi, et ce sont des investissements, mais qu'il faut de toute façon opérer à un moment donné, sinon les entreprises vont le payer cher sur la durée, voire éventuellement sur la finalité du projet. Euh, Après, sur la conduite même des opérations et des activités de l'entreprise, c'est sûr qu'il y a des énormes différences, notamment au niveau managérial, sur comment gérer des équipes, comment gérer les gens, comment gérer le relationnel, l'humain au sein d'une organisation. Euh, on n'est pas du tout ici sur des structures verticalisées, on est très horizontal dans la communication avec les collaborateurs, collaboratrices. Beaucoup de consensus, beaucoup de dialogue, beaucoup d'échanges, beaucoup de contributions qui doivent être reconnus aussi. La reconnaissance fait partie inhérente du management ici. Il faut reconnaître le talent des gens, leurs contributions et en quoi elles ont contribué au succès de l'entreprise. Et ça, c'est un fait notoire à ne pas perdre de vue. Ici, le droit du travail est très permissif pour l'employeur comme pour l'employé. L'employeur peut effectivement se départir rapidement d'un collaborateur ou d'une collaboratrice, mais la réciproque est vraie. Si votre entreprise n'est pas à la hauteur des attentes de l'employé, la personne va vous dire bah, moi je m'en vais. Et puis le préavis, c'est 2 semaines si ce préavis est respecté. Donc la notion de marque employeur, elle est omniprésente ici. En plus, étant donné la raréfaction de la compétence de la main-d'œuvre, on ne peut pas se permettre de perdre des collaborateurs ou des collaboratrices. Donc, pour s'attacher durablement les services et les compétences de gens, bah, il faut savoir bien les traiter, bien les manager. Et ça, c'est là aussi, c'est pas si simple. C'est pas si simple à comprendre dans quel environnement les entreprises évoluent ici. Et, et la notion d'adaptation, c'est pas juste c'est pas juste un cliché. Mhm, parfait, merci beaucoup. Ça répond assez bien aussi à ma dernière question, mais donc je vais la modifier légèrement pour vous en poser une dernière. Mais effectivement, ma dernière question, c'était donc, je pose souvent la question, donc qu'est-ce qu'il faut pour être un bon leader? Et là, j'allais vous demander, donc quelqu'un qui avait l'habitude de manager une équipe en France, qui vient s'installer au Canada ou aux États-Unis, qu'est-ce qu'il faudrait prendre en compte? Et donc, c'est c'est un excellent point par rapport aussi un petit peu plus à d'horizontalité et d'échange que de notion verticale. Mais comme vous avez déjà fait ce très bon point, ma dernière petite question, peut-être justement, ça va être du coup, bah, par où commencer? Une fois qu'on a pris conscience de ça, qu'il y a des différences culturelles aussi au niveau managérial, qu'est-ce que vous recommanderiez à littéralement un manager qui va venir s'installer au Canada, aux États-Unis? Par où commencer pour essayer d'être un bon manager? Moi, je lui recommanderais fortement, que ce soit à l'échelle de l'individu ou de l'entreprise, de ne pas hésiter à se faire accompagner. Il y a aujourd'hui énormément de leviers, d'outils disponibles, de structures qui peuvent accompagner la personne comme l'entreprise. Et ça, je pense que c'est important de ne pas en faire l'économie, parce que c'est autant de temps de gagner ensuite sur, sur une meilleure optimisation du projet et puis son succès. Donc que ce soit être potentiellement coaché localement, accompagné sur l'interculturel, sur euh, d'être accompagné, parce que il y a des pièges à éviter et forcément d'avoir ce regard un peu extérieur sur comment avoir les bons comportements, les bonnes attitudes et puis appréhender telle ou telle situation, c'est très important. Donc encore une fois, il y a beaucoup de structures et d'organisations qui font ce travail parce qu'elles ont aussi à cœur de faire en sorte que les gens s'intègrent bien. Et au niveau de l'entreprise, c'est la même chose. Vraiment d'être accompagné dans son projet de A à Z du projet. Aussi bien sur la définition des enjeux prioritaires de départ, caractérisation de l'ambition et des moyens qu'il va falloir allouer pour atteindre cette ambition. Euh, la France en particulier a la chance pour ces entreprises d'avoir une boîte à outils incroyable d'aide au développement international. Donc, il ne faut surtout pas s'en priver. Et, euh, et, souvent, je dis qu'une entreprise va trouver ça naturel, normal de se faire accompagner lorsqu'elle va sur un territoire plus exotique ou culturellement plus éloigné, que ce soit en Chine, en Asie ou ailleurs. Curieusement, quand elle vient ici, elle a l'impression, les gens sont tellement adorables, tellement gentils, puis que tout le monde semble encourager l'entreprise à se développer, à s'implanter, que l'entreprise baisse la garde et se dit bah, je n'ai pas besoin d'être accompagné, en fait tout le monde m'attend et puis visiblement j'ai une offre qui peut séduire. Et c'est là que les problèmes commencent parce que effectivement entre la phase d'exploration où vous êtes là en visite
vous faites allusion à un projet éventuel, tout le monde va être très encourageant et très positif. Par contre, si vous vous implantez, le jour où vous vous implantez et que vous retournez voir les mêmes personnes, les mêmes organisations, vous n'aurez pas forcément la même écoute parce que là, ils devront se positionner. Ils devront prendre une décision par rapport à votre offre et statuer d'un intérêt ou pas. Et c'est là qu'il peut pas y avoir forcément de cohérence entre les deux, entre la phase d'exploration et la phase d'implantation. Donc, vraiment d'être accompagné. Super, super, très bien. Eh bien, le message est bien reçu, j'espère, et on mettra aussi des liens utiles en bas de la vidéo. Je vous remercie beaucoup pour votre temps ce matin et un aperçu de ce qui se passe au sein de Réseauway. Ben, merci beaucoup, c'était un plaisir. Et puis, en espérant que ce partage pourra être utile.